Bien, messieurs les présidents, chers collègues, l'objectif du rapport présenté ce matin par nos deux commissions parlementaires, devant nos deux commissions parlementaires, avec Philippe Tourtellier, co-rapporteur général, ainsi que nos autres collègues, rapporteurs pour avis, Michel Piron, Annick Le Floch, Franck Régnier, Frédéric Massat, Geneviève Gaillard, concerne la mise en œuvre de la loi portant engagement national pour l'environnement du 13 juillet 2011 par le gouvernement. Il s'agit pour nous aujourd'hui de rendre compte de l'exécution de la loi, c'est-à-dire en priorité les avancées de la sortie des décrets, voire des règlements et autres mesures nécessaires à l'application du texte, ainsi que d'exprimer les réussites, difficultés opérationnelles, ainsi que les explications de l'administration sur des retards qui ont pu exister. Il ne s'agit pas de présenter une évaluation du contenu des mesures prises, même si nous ne nous interdirons pas de faire part d'observations plus larges, permettant ainsi de suggérer des améliorations de textes aussi emblématiques. Je voulais rappeler le contenu de la loi Grenelle de l'environnement en octobre 2007. 268 engagements ont été votés à la quasi-unanimité, moins 4 abstentions. Comme vous vous en rappelez, c'est eu pour objectif de fixer de grands résultats à atteindre dans notre pays dans tous les domaines liés à l'environnement, biodiversité, transport, santé, urbanisme, eau, déchets, énergie, pollution lumineuse et j'en passe. La méthode de concertation et la volonté d'agir en faveur d'une économie verte a fait le consensus dans la classe politique française. Elle fut considérée comme un modèle d'élaboration d'une loi programme en associant étroitement l'ensemble des acteurs concernés, État, collectivités locales, entreprises, syndicats, associations de protection de l'environnement, à l'issue d'un processus de consultation d'une ampleur inédite. Cette méthode doit être généralisée à tous les grands textes de loi car elle favorise l'appropriation des enjeux par tous les acteurs et facilite leur mise en œuvre. Le 29 juin dernier, nous avions présenté une note d'étape sur l'application du Grenelle, faisant état du tableau du secrétariat général que nous avions à cette époque au 20 juin 2011. 38 décrets seulement avaient été publiés, soit 20,1%, et 81 décrets avaient été pris ou étaient à un stade avancé de publication, soit 42,85% des décrets attendus. À cette époque, il nous était particulièrement difficile d'établir un bilan d'application de cette loi. Certains d'entre nous considéraient que le verre était à moitié vide, trop vide, d'autres à moitié plein. À cette époque, le gouvernement s'était engagé à publier 80 à 90% des décrets début 2012, ce dont certains d'entre nous doutaient. Nous avions cependant découvert la difficulté de la publication rapide de textes d'application aussi complexes et la longueur des procédures, études d'impact, concertation avec des conseils consultatifs nombreux dans notre pays, interrogation de la Commission européenne, arbitrage interministériel, avis du Conseil d'État. À ces délais, nous avions nous-mêmes préconisé d'en ajouter d'autres, notamment la consultation régulière du Conseil national du développement durable, ainsi que la publication des projets de décret au public sur une période minimale de 15 jours, puisque la loi le prévoyait. J'ajoute que jamais autant de textes d'application n'étaient en préparation dans un ministère. Il était par conséquent concevable que des priorités soient établies. Aujourd'hui, sur les 185 décrets d'application cible de ce texte Grenelle II, puisque nous avons retiré 10 décrets considérés comme inutiles ou faisant double emploi et 4 prématurés, nous sommes en mesure de vous annoncer que 128 d'entre eux ont été publiés au 31 janvier 2012, soit 69,19%. 33 autres décrets sont actuellement à la signature du ou des ministres après arbitrage interministériel ou en Conseil d'État, ce qui porte le nombre à 87%. Nous considérons sur ce plan-là qu'il s'agit d'un bon résultat.
Nous pouvons remercier les services de l'administration qui se sont beaucoup mobilisés, certaines directions ayant affecté près d'une centaine de collaborateurs essentiellement à ces missions, notamment celle du ministère du Développement durable et du Commissariat général au développement durable, représenté d'ailleurs aujourd'hui par Dominique Dron, commissaire général, qui doit être présente. L'effort fourni afin de faire en sorte qu'un maximum de mesures soient effectivement prises avant la fin de la mandature, et cela en concertant systématiquement avec les acteurs de la société, collectivités locales, entreprises, syndicats, associations de protection de l'environnement, a été manifeste. En marge de la comptabilisation des décrets pris, nous étions fixés une seconde mission, vérifier que ces derniers étaient respectés l'esprit et la lettre de la loi. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, nous avons choisi, Philippe et moi-même, ainsi que les co-rapporteurs présents, une méthode de suivi tout à fait originale pour le Parlement, qui a été plébiscitée par l'ensemble des acteurs. Nous avons organisé en effet 7 grandes tables rondes, le titre biodiversité ayant été divisé en 2 parties, agriculture et biodiversité en général, et nous avons réussi à chaque fois, ensemble, toutes les parties prenantes issues des 5 collèges du Grenelle. Nous voulions que chacun exprime son point de vue et que l'administration réponde en direct aux interrogations et aux remarques des acteurs quant à la mise en œuvre des décrets d'application de ce texte de loi. Grâce à cette méthode, nous avons pu savoir si les textes étaient bien en adéquation avec les demandes et comprendre, lorsque c'était le cas, les raisons des éventuels retards. À quelques exceptions près, largement d'ailleurs médiatisées, non prise en compte des émissions indirectes de gaz à effet de serre hors des bilans des entreprises, retard d'une année de la publication des indicateurs sociaux et environnementaux des entreprises, nous pouvons affirmer que les décrets ont été généralement plutôt bien respectés, le texte de loi que nous avons voté, d'ailleurs, sous les observations générales de l'ensemble des parties prenantes. C'est pour les rapporteurs qui vous présentent ce rapport aujourd'hui un sujet de satisfaction. Nous voici donc maintenant armés d'une solide législation, laquelle va nous permettre d'amplifier les engagements environnementaux forts portés par la société tout entière. Qu'il me soit cependant permis, en accord avec Philippe Tourtellier, d'exprimer certaines observations, suggestions, voire critiques. Et c'est notre rôle. Pour des raisons de moyens et de temps, nous n'avons fait que de suivre la parution des décrets d'application. Beaucoup de décrets sont cependant suivis par des textes réglementaires et c'est normal. Certains sont pris, les textes réglementaires, d'autres mettront encore du temps à être mis en œuvre. Je cite l'exemple de la filière de responsabilité élargie des producteurs de meubles afin de baisser nos volumes de déchets ménagers. Il a fallu estimer le volume national de ces déchets, 2 millions de tonnes, analyser les objectifs à atteindre, 45% de recyclage contre 30 actuellement, définir les catégories de meubles concernés et établir le montant de l'éco-redevance. Après les consultations obligatoires et nombreuses, celles du Conseil d'État, le décret d'application vient de paraître. Il convient cependant maintenant, par un arrêté lui-même soumis à consultation ainsi que consultation au Conseil d'État, de définir les redevances par type de produit et mettre d'accord les fédérations d'élus locaux et cet éco-organisme afin de savoir qui fait quoi en termes de collecte. L'arrêté est attendu pour juin-juillet, avec une mise en œuvre pour octobre prochain. Cet exemple illustre le caractère complexe du suivi d'une loi aussi importante que celle qui nous concerne. Notre travail ne devrait donc être qu'une première étape dans le cadre d'un regard permanent sur l'exécution d'une loi aussi longue. Pour les mêmes raisons, il nous a été impossible de vérifier si les mesures d'accompagnement ou d'acceptabilité des textes que nous avions votés étaient toujours suffisantes. Il est clair que beaucoup d'engagements se traduiront par l'atteinte de nos objectifs directement, filière REP, normes pour les bâtiments neufs, schémas régionaux climat et énergie, il y en a beaucoup, mais que certains d'autres nécessiteront ou bien des moyens financiers d'accompagnement plus importants,
C'est la question, par exemple, de la rénovation du bâtiment ancien ou bien des adaptations. La priorité sur les dispositifs de protection des 30 000 points de captage d'eau en est une illustration. Dans ce cadre, vos rapporteurs préconisent une réflexion visant à mieux adapter les réglementations futures aux caractéristiques des territoires et des acteurs concernés. Surtout dans un pays centralisé comme le nôtre et compte tenu de l'ampleur d'une réglementation aussi précise. Nous devrons à l'avenir donner davantage de marge d'action au public concerné par nos décisions, notamment par le biais de nouvelles gouvernances locales à construire. Cela nous semble un vrai défi car c'est une condition d'acceptabilité de mesures complexes à prendre. Nous pensons également indispensable d'inscrire des mesures budgétaires et fiscales dans le temps et notamment dans des délais suffisamment longs. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les conditions de contrôle auprès de ceux concernés par toutes les mesures que nous mettons en place. Nous avons fait le constat, mais c'était le choix du législateur et donc le nôtre, de ne pas généraliser des sanctions en cas de non-application de la loi. À l'époque, nous voulions inciter les acteurs plutôt que de les sanctionner dans un certain nombre de domaines, pas tous. Mais nous nous sommes rendus compte que ces dispositions devraient rapidement trouver leurs limites. C'est le cas notamment concernant les obligations pesant sur les collectivités locales, très rarement suivies par des contraintes. Par ailleurs, lorsque des obligations sont assorties de sanctions, et il y en a un certain nombre, nous nous sommes interrogés sur les moyens déployés pour effectuer ces missions. Il conviendrait à l'avenir de réfléchir sur les conditions des contrôles que nous devons effectuer et de la répartition des missions entre les services de l'État, ceux des organismes certificateurs, voire des autocontrôles. Cela fait d'ailleurs le sujet de nombreux échanges, y compris avec l'administration qui partage ce même point de vue que le nôtre. Nous souhaitons évidemment que la loi respectée par tous. Pour achever mon introduction, je voulais vous dire combien j'ai été personnellement heureux de travailler avec les services de nos commissions, bien engagés, ceux de l'État et l'ensemble de mes collègues et j'ajoute amis co-rapporteurs. J'ai passé de très bons moments, en particulier avec mon collègue Philippe Tourtellier, dont je salue l'honnêteté et la rigueur intellectuelle. Je n'ai qu'un seul regret, Philippe, que tu ne te représentes pas, mais je crois que tu n'es pas le seul et que tu pourras peut-être passer quelques moments de retraite agréables avec notre collègue Serge Poignant, dont j'ai également appris qu'il ne se représentait pas lui-même. Je vous remercie pour votre attention.